Donc, ce qu'on va vous présenter là sur la dernière partie de la journée, c'est un outil qui est utilisé, nous, au sein des salles de cinéma indépendantes, donc qui est une Malle Cinégame, qui à l'origine a été conçue par un réseau de salles départementales, qui est des CPMC, donc qui est un réseau qui est basé sur les Landes, et qui a ensuite été utilisé dans le cadre d'un travail plus régional. Et on va, nous, de notre côté, participer financièrement au financement d'une deuxième malle. Lorsque l'on présente cette malle aux différents exploitants, on le présente en général dans le cadre d'un accompagnement de film. Donc, comme je vous ai parlé de ce matin, un film qui a des thématiques plutôt tournées vers le jeu vidéo, comme Ailleurs ou comme le film Belle, qui est sorti récemment. Et ça permet aux exploitants de salles de jouer sur la médiation entre cinéma et jeux vidéo. C'est un exemple d'outil. Il y en a certainement d'autres qui sont utilisés, qui sont créés, qui vont être créés, puisqu'avec la fermeture des salles et la réouverture des salles, donc depuis le mois de mai, on s'est rendu compte qu'il y a une perte de fréquentation dans les salles de cinéma, indépendantes ou pas, et qu'il fallait travailler sur le retour des spectateurs dans les salles, et notamment les 15-25. Alors, il n'y a pas que les réseaux régionaux, il n'y a pas que les salles de cinéma du territoire qui s'en sont rendus compte. D'un point de vue national, il y a beaucoup d'appels à projets à l'heure actuelle qui sont publiés, qui s'adressent aux salles de cinéma, qui s'adressent au réseau de salles, pour travailler ce public 15-25. Il y en a notamment un appel à projet, qui est un appel qui s'appelle 15-25, tout simplement, qui travaille sur les outils innovants, et qui est un appel à projet qui a ciblé justement, notamment, en exemple, les jeux vidéo. Et vous avez beaucoup de réseaux régionaux qui ont candidaté sur cet appel à projet sur la base des jeux vidéo. Donc tout ça pour vous dire que dans les mois à venir, dans les années à venir, va certainement y avoir de plus en plus d'outils, de plus en plus d'expérimentations autour de la médiation entre salles de cinéma et jeux vidéo qui vont se mettre en place. Donc nous, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un exemple, mais il y en aura certainement d'autres. Alors c'est Hervé qui va vous présenter cette Malle Cinégame, c'est lui qui l'a conçue. Et c'est quelqu'un qui intervient, nous, au sein du réseau régional, dans la commission innovation. Donc, une commission qui travaille justement sur tout le côté et autrement, et notamment à travers des nouveaux outils. Je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout de suite, quand on parle de conception, on va se calmer. Hein. C'est une boîte dans laquelle il y a un ordi, des manettes. Hein. Ça va pas très très loin en termes de conception. Mais en fait, ça a été nourri par une expérience il y a, alors je vais pas dire 10 ans, mais quasiment, où j'avais la chance d'être animateur sur le département des Landes avec une grande liberté, autant proposer des ateliers jeunes publics, des conférences sur Hitchcock, Ozu, ou je ne sais quel réalisateur, réalisatrice. Et la découverte en étant bénévole dans une salle de cinéma que c'est mignon ces petites prises DVI ou HDMI, on peut brancher des trucs en fait sur le projecteur. Et donc forcément on prend un petit créneau, on branche, je crois que c'est ma PS3 à l'époque et purée ça fonctionne. Donc comme alors je crois qu'il est pas là, mon ancien patron dirait, en fait présenter des jeux vidéo en salle c'est juste une excuse pour glander sur du jeu vidéo mais sur un meilleur écran avec un meilleur système son. Ça part, soyons transparents, ça part clairement de là. Je suis avant tout un joueur, alors je suis pas un hardcore gamer, hein, pas à ce point-là, mais de me dire que des jeux qui ont fait mon expérience de joueur solo ou à plusieurs, de pouvoir les imaginer dans la convivialité d'une salle de cinéma avec cet équipement-là, bon ben ça donne envie et j'ai eu la chance aussi d'avoir des salles qui ont été d'accord pour expérimenter. Et là aussi, il faut être honnête, ça commence par la pure dimension ludique. Leur dire bon ben voilà, c'est la première fois qu'on fait ça dans les Landes. On va commencer par un jeu qui est repéré par beaucoup, c'est Mario Kart. Donc on va commencer tout simplement par cela. Mais l'ADN du cinéma plein mon cartable, c'est l'éducation aux images. Donc oui, aller dans une salle de cinéma, donner des manettes, un ordinateur pour jouer, bon, c'est sympa et c'est très bien. Et voilà, on a évoqué la question du public jeune dans les salles de cinéma. Mais alors désolé pour l'expression que j'utilise et réutilise. Le but n'est pas non plus de faire bonbons et camionnettes. Voilà, faut pas que ce soit juste de la pure consommation de mettre le jeu vidéo dans la salle. Donc la volonté d'aller un petit peu plus loin que ça. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la conception de la malle, donc entre du cinéma plein mon cartable, Sina, mais aussi avec la participation financière de la DRAC, la volonté c'est d'éditorialiser la liste de jeux et de sélectionner des jeux qui ont un potentiel alors ludique, thématique, artistique et ainsi de suite pour proposer voilà des médiations en salle de cinéma. Donc là, la malle se présente concrètement comme ceci. Alors vous l'avez ici aussi, ça rentre là-dedans. Tout simplement. Comme je dis, c'est uniquement un ordinateur dans lequel il y a un catalogue de jeux, un catalogue alors qui est basé sur Steam, hein, à défaut de mieux, mais ça pourrait être GOG, ça pourrait être autre chose. Il y a aussi donc des manettes, 4 manettes sans fil. Ça, c'est la grande évolution. On est passé au sans fil, c'est très bien. Ça, c'est le turf quand même, parce qu'on a des gros moyens. Donc on est passé aux manettes sans fil, ce qui est quand même plus pratique en salle de cinéma, vous en conviendrez, mais qui a aussi une limite. Je l'évoquerai peut-être tout à l'heure. Et aussi, alors vous le voyez à l'écran. Un joystick à l'ancienne,
Alors certains l'utiliseraient pour les jeux de combat pour être plus réactifs. Ça, personnellement, je comprends pas. J'arrive pas aux jeux de combat avec ça. Mais plus sérieusement, ça sert pour revenir un peu aux jeux d'arcade. Parce qu'une des grandes facilités, et j'ai entendu que certains s'en hésitent déjà, et je sais que voilà, que ce soit dans les médiathèques, dans les espaces jeunes, il y a des créations de bornes d'arcade, et je trouve ça assez chouette de revenir un petit peu à aux origines du jeu vidéo, le premier âge d'or de 79 à 83 à peu près, pour présenter un peu une histoire, puisqu'en même temps que l'on parle d'histoire, on légitime aussi la place du jeu vidéo. Ça paraît rien, mais il y a pas longtemps, j'ai présenté la malle Cinégame dans une autre région qui commençait un petit peu son travail, et le simple fait d'avoir commencé l'intervention par un très 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 bref historique du jeu vidéo, bah, il y a des gens qui ont commencé à écouter, dire ah oui non mais en fait c'est pas là, ça vient pas de sortir en fait le jeu vidéo. Ce qui me laisse toujours un peu circonspect, notamment dans l'éducation nationale ou autre, c'est l'absence d'un médium quand même qui est présent depuis 40 ans. On a évoqué Space Invaders. Space Invaders, c'est la première maladie chronique du jeu vidéo. C'est des gens qui venaient par dizaines, par centaines aux États-Unis avec une torsion du poignet parce qu'ils jouaient trop à Space Invaders. Donc au-delà de l'anecdote, c'est se rendre compte que cet art qui est pratiqué par, je crois en France en 2020, 97% des 12-25 ans de manière régulière, eh bien en fait on n'en parle pas tant que ça. On s'en saisit pas en termes de médiation certes, mais aussi en termes d'éducation aux images tout simplement. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir cet outil-là et motivé par au-delà de la possibilité d'utiliser le jeu vidéo, c'est d'utiliser dans n'importe quelle salle. Je travaille dans les Landes, une salle qui a des branchements HDMI en scène, il y en a peut-être 1 sur 20. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, en plus du matériel basique, on a aussi acheté des boîtiers Trio. Alors certains connaissent peut-être. Hein. Ce sont 2 boîtiers, un en salle, un en cabine, sans fil, qui permettent d'avoir le signal audio et vidéo. Ça paraît bête, mais sans ça, les 3/4 des salles landaises, et beaucoup d'autres salles d'ailleurs, hein, ne pourraient tout simplement pas pratiquer le jeu vidéo. Ou d'autres formes d'ailleurs, ça peut servir à bien des choses. Rapidement, le catalogue de jeux, quelques exemples. Toute une partie rétro gaming, comme je l'évoquais, alors ça passe par des émulateurs bien sûr, hein, c'est-à-dire un logiciel qui fait comme si c'était une borne d'arcade, qui fait comme si c'était une console, Nintendo, Super Nintendo. Bon, tout ça vous connaissez certainement. Hein. Donc l'idée c'est de revenir à des grands classiques, Donkey Kong, Pac-Man, avoir une dimension historique, avoir une dimension esthétique, rappeler que voilà le héros de Super Mario Odyssey en 3 dimensions, bah, il est passé par une version tout à plat qui s'appelait encore Jumpman à l'époque, qui devait lui aussi sauver une forme de princesse, qui est une descendante finalement de Popeye, puisque pour des questions de droit le jeu est devenu Donkey Kong, il est passé de Popeye à Donkey Kong. Donc il y a tout un historique comme ça à faire et qui encore une fois hein, légitime un petit peu sous couvert d'anecdotes et de divertissement. La guerre des consoles, qui voilà, là forcément c'est générationnel, hein, mais ça fonctionne tout le temps. Raconter la bataille entre Sega et Nintendo dans les années 90, à grand renfort de publicité, à grand renfort de marketing et de mascotte, c'est aussi un pan de l'histoire. Et ce qui me permet de préciser que si oui, je suis d'accord pour que, enfin, on s'en fiche que je sois d'accord ou pas de toute façon, mais sur l'idée qu'on utilise le jeu vidéo aussi pour le public jeune, bah pas que en fait. Alors déjà un élément, c'est que je suis de moins en moins jeune, donc j'aimerais pouvoir en profiter encore, mais aussi tout simplement parce qu'il y a des gens de 40, 50, 60 ans qui ont baigné dans les bornes d'arcade, qui ont baigné dans l'informatique, dans les jeux d'Eric Chahi, dans les jeux indépendants sur micro-ordinateur dans les années 80 et 90. Donc il n'y a pas forcément qu'un pur intérêt pour le public jeune, même si encore une fois, ça reste le public cible, je peux l'entendre. Du côté des jeux récents, alors je dis jeux récents, je vais mettre de gros guillemets, puisque la bête de concours que vous voyez là-bas, elle a 7 ans quand même, et vous savez que sur PC, voilà, il va pas faire tourner Cyberpunk, ça c'est clair, pas tout de suite. Donc on a plutôt des jeux principalement indépendants, qui sont assez peu gourmands en termes de ressources graphiques, en termes de ressources vidéo. Quelques jeux aussi, alors moins indépendants, mais un peu connus, comme Rayman et d'autres. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir systématiquement des propositions qui nous semblent viables dans les salles de cinéma, pratiquées pour plusieurs publics différents. Vous avez quelques exemples que vous reconnaissez peut-être. Journée pure chef-d'œuvre du jeu vidéo. Voilà, tout à l'heure a été évoqué Breath of the Wild. Il y a certainement une descendance entre Shadow of the Colossus, Breath of the Wild et Journée, bien évidemment. Donc, on peut aussi poser la question du monde, enfin de la narration par le mouvement. Enfin voilà, juste ce détail-là, raconter la narration par le mouvement du western jusqu'à Breath of the Wild. Et Dark Souls, etc., etc. Donc bref, il y a des multiples thématiques à voir. Et justement, c'est sur cette approche, ces approches de médiation, je m'arrête quelques instants. Alors, je liste toujours celle-là de manière un peu caricaturale, mais ça permet un peu de discerner comment on peut poser des médiations. Ce que j'appelle ludique, c'est tout simplement, bon voilà, venez, on va faire un tournoi de Mario Kart.
j'allais dire un tournoi de FIFA, non, on va faire un tournoi de PES, c'est mieux PES. On va faire du rétro gaming pour voir si aujourd'hui un adolescent, un enfant entre 8 et 12, 15 ans est capable de terminer le premier niveau de Donkey Kong. En une cinquantaine d'animations en salle autour du rétro gaming, une fois, un joueur d'une quinzaine d'années a réussi le premier niveau de Donkey Kong et s'est fait rétamer au deuxième. Voilà. Je me moque pas parce que j'ai du mal à passer le troisième. Mais rappelez que ce modèle économique aussi de la borne d'arcade, donc on met 25 cents pour faire une partie, c'est le même modèle économique que les free-to-play que nous avons aujourd'hui. Donc rappelez un petit peu aussi cette historique-là dans le jeu vidéo. L'adaptation, alors j'y vais aussi très précautionneusement. Sonic, Resident Evil, est-ce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose avec ces films-là? Bon, je vous laisse juger. Mais c'est un prétexte. J'ai eu grand plaisir à sortir ma vieille Mega Drive sur une vieille télé cathodique dans le hall de mon cinéma à la sortie de Sonic. Avec le plaisir d'entendre des gens qui ont dit le meilleur moment de la soirée, ça a été les 30 minutes où on a joué avant d'aller voir le film. Mais ça m'a rassuré encore sur le regard critique des spectateurs, donc ça fait du bien aussi. Donc adaptation, alors là il y a Uncharted bientôt, et Uncharted, voilà, ça peut être aussi le prétexte. Je sais pas ce que va donner le film, hein, toujours pareil, mais les récits d'aventure, Adventure justement sur Atari 2600, enfin il y a les adaptations d'Indiana Jones en point and click, Lara Croft, Tomb Raider, voilà, tous ces jeux-là d'aventure racontaient un peu leur histoire dans le jeu vidéo, dans le cinéma, les adaptations mutuelles, les inspirations mutuelles qu'il peut y avoir. Ce que j'appelle la dimension artistique, c'est prendre le jeu vidéo en tant que tel, en tant que art à part entière, l'exemple de Journée ou d'autres jeux, où on s'intéresse vraiment à eux avec leur logique. La narration, la mécanique de gameplay, donc la ludologie, la narratologie par exemple, réfléchir à tout cela dans la conception du jeu, prendre le temps d'évoquer ce qu'est la spécificité du jeu vidéo. Ça a été un peu évoqué, hein. On a entendu notamment dans les années 90 que le jeu vidéo était le futur du cinéma, parce qu'il y avait de plus en plus de cinématiques, puisque sur les lecteurs CD, enfin la PlayStation et le support CD permettaient de mettre plus de musique, enfin de mettre plus de cinématiques. On s'est rendu compte que c'était pas le futur du cinéma, mais c'est une autre approche, peut-être justement un peu trop inspiré par moment. Justement cinématographique, l'idée c'est parfois aussi de légitimer la place du jeu dans une salle de cinéma. Je peux entendre que se saisir d'un créneau de 2 heures pour faire que du jeu vidéo, certains exploitants ne vont pas forcément être d'accord. Donc se saisir de la sortie d'un film, alors on a quelques occasions. Stéphanie a parlé de Ailleurs, il y a Ready Player One, enfin il y a quelques films comme ça. Les Mondes de Ralph, alors c'est un film que j'aime bien de temps en temps ressortir, parce que c'est l'occasion encore une fois de faire du rétro gaming. Je me rends compte que je suis très vieux jeu, mais voilà, c'est des occasions assez faciles voilà, d'insérer une petite animation qui va faire, enfin voilà, qui prend pas beaucoup de temps, qui prend pas beaucoup de moyens ni financiers ni humains, mais d'apporter un petit peu de jeux vidéo sur grand écran. Et pour rester dans le vieux jeu, honnêtement, même sur un très très grand écran de cinéma, un Pac-Man, un Donkey Kong, oui, il y a des gros pixels, mais c'est très très beau quand même. Et pour terminer la dimension thématique, l'idée c'est de se saisir du jeu vidéo comme illustration, tout simplement. Il y a une conférence, une semaine thématique sur la danse, le corps au cinéma. On va avoir de la peinture. Alors la plupart des intervenants, ils vont vous parler de peinture, de sculpture, de danse bien évidemment, un peu de cinéma parfois. Par contre, le jeu vidéo, il y a peu de chance. Pourtant, le rapport au corps, la question du motion gaming, la représentation du corps dans le jeu, l'avatar, c'est quand même assez passionnant, mais on a encore un peu de mal à s'en saisir. Donc la dimension thématique, c'est en avant-programme, en avant-séance, comme on ferait un court-métrage par exemple. Alors, l'exemple que je donne toujours, beaucoup trop, désolé, c'est Enterrement mon amour. Enterrement mon amour, c'est un magnifique jeu à présenter en avant-séance. Faites une petite séquence de 5-6 minutes d'Enterrement mon amour, avant un documentaire ou un film qui a un sujet équivalent, et voilà, sous couvert, c'était un court-métrage, et vous verrez les réactions des spectateurs. Voilà, en leur disant, mais en fait, c'était un jeu vidéo. Mais ça permet, alors pour être transparent, quand j'ai testé le jeu dans ma propre salle avant un documentaire, j'avais pas dit que c'était un jeu. Parce que le public qui allait venir sur ce documentaire, et que si je leur avais dit on va faire du jeu vidéo avant, bon ils seraient pas venus, c'est aussi simple et bête que ça. Le simple fait de leur dire il y aura un court-métrage avant, d'éteindre la salle, de mettre vraiment en condition de projection, de moi me mettre en cabine, juste jouer 4-5 minutes sur une séquence que j'avais réfléchi en me disant voilà, ça donne une unité d'action, de lieu, qui peut servir un peu de modèle, et de voir les réactions à la fin de la séance. De dire, ah oui, c'était pas mal, le court-métrage, c'était intéressant, et puis cette manière de représenter les échanges par téléphone portable, ouais, c'était assez intéressant, et quand je leur ai dit, c'était un jeu vidéo, j'ai eu droit à tout. C'est un scandale de faire un jeu vidéo sur les réfugiés, ça veut dire quoi? Quand on a un game over, on recommence à zéro, enfin, et à l'inverse, je dis, mais c'est quand même impressionnant
que le jeu vidéo pour lequel ils voyaient ce qu'on a déjà évoqué, hein, la violence, etc., eh bien, puisse s'intéresser à des sujets d'actualité, ce qu'on pourrait appeler les serious games. Pour rester cette idée de médiation, je vais vous donner 3 exemples de médiation là vraiment en ce moment. Je peux aller chercher bien loin. La première, c'est vacances scolaires. La médiathèque propose un tournoi de jeux vidéo avec plusieurs espaces jeunes dans la com de com. Je crois que c'est Bomberman, si j'ai bonne mémoire, la version Switch. Ils vont faire le tournoi dans la médiathèque pendant 2 heures, mais la phase finale, on va la faire dans le cinéma. Donc ça me prend pas de temps dans la salle, ça prend une demi-heure. Ça va faire une certaine visibilité, c'est-à-dire que ceux qui vont participer au tournoi, eh bien ils vont voir un peu la salle de cinéma, ils vont voir la programmation, ils vont voir qu'on se sert de l'écran pour d'autres choses, et on leur donne un petit haut à la fin, une affiche. Donc franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Donc ça, c'est une proposition assez simple à mettre en place avec les médiathèques qui ont le matériel. Là, j'ai rien à apporter, et les espaces jeunes qui font venir justement des jeunes qu'on n'a pas forcément dans la salle de cinéma. Vous en conviendrez. Deuxième exemple, l'accompagnement en ce moment du film Belle de Mamoru Hosoda. Magnifique film. Il a souvent traité la question du virtuel dans le développement de ses personnages, mais c'était aussi l'occasion de parler du passage entre le virtuel psychique, les contes de fées, les mythes et légendes, au virtuel numérique, qu'on a tendance à considérer aujourd'hui comme faux. Ce sont les réseaux sociaux, c'est les jeux vidéo, donc c'est faux. Et en oubliant tout l'impact, alors Yann Leroux en a parlé tout à l'heure, mais il y aurait largement de quoi développer, sur l'importance, le rite de passage, la projection qu'il y a justement par ces réseaux sociaux et ces mondes virtuels numériques. Donc Belle étant l'occasion de faire cela, eh bien la médiation qui est proposée par Sina, c'est une présentation thématique de 30-40 minutes sur les mondes virtuels et l'adolescence, en se saisissant aussi bien de cinéma, de séries, de jeux vidéo, et parfois aussi des tests de jeux. On teste Limbo, qui a été évoqué, la question de l'apprentissage par le jeu vidéo. On est face à une situation. Il y a un game designer qui dit que la définition du jeu vidéo, c'est une succession d'énigmes à résoudre. Pour lui, c'est ça. Mario avance, il y a une bestiole, est-ce qu'il saute par-dessus? Est-ce qu'il écrase? Est-ce qu'il fait demi-tour? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Une succession d'énigmes. Autre exemple, le jeu Itekatsu, qui est sorti il y a pas longtemps, que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire d'une petite fille qui voit ses parents en train de se disputer. Elle comprend qu'ils vont pas tarder à divorcer. Et donc, alors, dans le jeu, eh bien, les parents se transforment en petites marionnettes qui vont devoir collaborer. Donc, ça va être un jeu à 2 joueurs où il y a vraiment cette importance de la coopération, résoudre des énigmes, affronter le géant aspirateur, la mala outils, la peluche singe de l'espace. Et encore une fois, comment la petite fille projette dans un monde virtuel une situation compliquée à gérer. Et le dernier exemple qui est proposé, c'est le jeu Gris, une merveille de jeu vidéo, plateforme énigme, qui clairement, l'histoire d'une jeune fille qui semble avoir vécu un traumatisme, qui perd sa voix et qui va avoir un voyage intérieur tout au long du jeu pour retrouver justement qui elle était. Bon, bah si ça c'est pas le scénario de Belle, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc là c'était parfait. Pour être honnête, d'ailleurs, quand j'ai vu le film en septembre à l'AFK Jeune Public, bon, voilà, non mais faut montrer Belle. Le reste on s'en fout, faut montrer Belle. Voilà. Rapidement, en ce moment, ce qui va être rajouté à la malle, c'est des idées, des propositions de parcours, c'est-à-dire des animations clés en main qui peuvent se faire en avant-séance ou vraiment si on donne un temps dédié aux jeux vidéo pendant une demi-heure, 1 heure, sur des thématiques différentes. Donc les 3 premières sont associées à ce que vous avez vu aujourd'hui. Lors de la prochaine journée de formation, 3 nouvelles thématiques seront proposées, encore une fois associées à ce qui sera évoqué dans la journée. Donc là, les 3 premières, désolé encore une fois, le rétro gaming, parce que c'est le plus simple, le plus évident, et honnêtement, ça fonctionne parfaitement pour plusieurs générations, notamment. La question des passerelles entre cinéma et jeux vidéo, que ce soit son histoire, son économie, des exemples de jeux, des exemples de films. Donc, et le troisième, alors je dis apprentissage, mais ce serait plutôt la place du jeu vidéo dans le développement. Justement, ce que j'ai déjà évoqué, hein, la question du monde virtuel, la synchronisation entre le cerveau et les mains, la question du gain de confiance par le jeu, la représentation dans l'espace, l'empathie, la réflexion vers soi, la réflexion vers l'autre. Donc, essayer d'avoir un parcours avec plusieurs jeux dans la malle, avec des sessions de jeu bien définies, c'est-à-dire vraiment que les personnes puissent pratiquer, et avec aussi un travail fait par les médiateurs, médiatrices, pour accompagner ces séances-là. Donc pour mettre à bien ces séances-là, on proposera des formations en ligne, il n'y a pas besoin de faire ça en présentiel, formations en ligne pour utiliser ces parcours, et ensuite chacun sera libre de l'utiliser. À noter que, élément important pour l'utilisation de la malle, donc la malle est mise à disposition des salles adhérentes à SINA, qui ont suivi une formation, une demi-journée ou une journée entière. Ce temps de formation est consacré à la fois à un peu de théorie, historique du jeu vidéo, question de game et level design,
et un temps pratique où justement on montre l'utilisation de la malle, l'utilisation des jeux. C'est pas bien compliqué, mais on passe par là, et ensuite n'importe quelle salle de la grande région de Nouvelle-Aquitaine peut l'utiliser et imaginer des partenariats avec des animateurs de centres loisirs, des espaces jeunes, des médiathèques. Ça marche pas mal aussi. Donc tout ça à réfléchir et à créer ensemble, et toujours un œil attentif, alors dans la mesure du temps disponible, sur les sorties cinéma qui peuvent permettre. Sachant que je pense fondamentalement que comme on peut parler de tout avec le cinéma, on peut trouver un jeu pour n'importe quelle thématique. La petite blague dernièrement, c'était sur le nouveau film de Stéphane Brisé, la question d'un homme qui travaille dans une société et qui est un peu dépassé par cette situation-là. Il y a The Company Man qui vient de sortir, dans lequel c'est un énorme défouloir pour un employé de société qui a envie de défoncer son patron. Je suis pas sûr que les spectateurs de Stéphane Brisé soient à fond dans ce registre de jeu, mais j'ai trouvé un jeu qui se rapporte. Voilà. Et il y a sûrement d'autres choses à voir. J'ai pas forcément le temps de voir tout ce qui sort, parce qu'il y a vraiment des milliers de jeux indépendants, de grosses productions. Il faut aussi du temps pour les tester. Et au-delà du temps pour les tester, la difficulté parfois, comme je l'ai dit, c'est la séquence de jeux. Des jeux comme Limbo, des jeux comme Gris, quand on les a finis, parce que je suis professionnel, je finis bien les jeux pour être sûr que ce soit bien dans la main. Mais plus sérieusement, il y a des niveaux qui, si on plante un joueur qui a jamais joué au jeu sur le boss de fin, ça va pas être terrible comme expérience. Donc il faut trouver la bonne séquence de jeu, avoir la bonne sauvegarde aussi. Voilà. Ceux qui jouent, vous savez ce que c'est. Certains jeux ne proposent pas d'avoir plusieurs sauvegardes à différents moments. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des réflexions et aussi du choix porté sur certains jeux. Il y a des jeux qu'on ne sélectionne pas parce que on sent pas forcément le potentiel, on sent pas forcément la possibilité ou l'accessibilité à la fois pour les salles et pour le public. Voilà. Je crois que j'ai un peu couru pour la présentation, mais je crois que tout le monde veut rentrer, non? Mais ça laisse du temps si jamais vous avez des questions, sur l'utilisation de la malle, sur le contenu, ce sera avec plaisir. Oui. Alors je crois qu'il vous faut le micro, désolé. Puis je vieillis. Merci. Ma question se pose sur l'utilisation des jeux rétro gaming et notamment des émulateurs, à savoir comment vous gérez la partie légale. La partie légale, on la gère pas. J'adore votre réponse. Oui, moi aussi. Non, honnêtement, ça fait 10 ans que j'essaye de faire du jeu vidéo en salle. Ça fait 10 ans que je contacte les éditeurs, la plupart, en disant, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça. 9 fois sur 10, ça reste lettre morte. Et au bout d'un moment, en fait, je veux juste faire. Moi, je le dis souvent, je présente la malle, mais je suis juste un petit animateur du sud-ouest des Landes. Moi, je veux juste le faire dans ma salle. Je vois pas pourquoi, et là, c'est peut-être un peu bête comme expression, mais je vois pas pourquoi il y a des gens qui gagneraient des milliers et des millions en jouant à des jeux qui viennent de sortir et en les diffusant sur Twitch, et qu'on leur dise rien, et que moi, qui essaye de réunir 10, 20, 30 personnes pour leur présenter des jeux indés ou pour leur faire découvrir l'histoire du jeu vidéo, je me fasse taper sur les doigts. Oui, c'est clair, on n'est pas dans la légalité, puisque comme pour beaucoup de choses, comme pour les DVD par exemple, et c'est pour ça que nous sommes très attentifs à ça dans les cinémas, parce que si j'ai une association qui dit on va faire une projection d'un film parce qu'on l'a acheté en Blu-ray, on va faire ça public et payant, ça va coincer. Donc nous sommes très sensibilisés à cela. Dans le jeu vidéo aujourd'hui, il n'y a pas cette législation-là. Il y a parfois des zones de gris, il y a parfois des zones assez claires. C'est que quand j'achète un jeu, quand je le lance pour la première fois, j'ai une sorte de contrat d'utilisation que je lis quand même de temps en temps et qui dit c'est pour une utilisation, c'est une copie privée tout simplement. Donc lorsqu'il s'agit d'émulation arcade, c'est clairement des ROM qui ont été dumpés, qui sont trouvables en ligne. Lorsqu'il s'agit de jeux de Nintendo, Super Nintendo, Sega, j'ai toujours une copie originale. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais j'ai une émulation de Mario Kart, par exemple Double Dash, parce que c'est le meilleur. Et j'ai la version originale du jeu, donc voilà. C'est limite, mais ça passe. Enfin, ça passe. Non, je suis même pas sûr. Mais je dois dire ça. En revanche, pour tout ce qui est jeu actuel, j'achète, pardon. L'association achète le jeu en question sur une plateforme type Steam, mais il n'y a à ce jour pas de droit négocié. Ça fait partie des travaux à venir avec Sina, mais bon, il y a beaucoup de travaux en cours, donc c'est assez difficile à mettre en place. Mais j'aimerais vraiment, comme par exemple, ça fait plaisir de voir des travaux aussi faits par d'autres personnes, Alexandre Suzanne par exemple, qui travaille beaucoup sur la question et qui a rencontré le CNC, qui a rencontré des éditeurs pour leur dire on aime beaucoup votre jeu, on aimerait pouvoir l'utiliser en salle. Donc lui, il a fait la démarche, il y a eu des réponses positives avec certains studios qui leur disent pendant 1 an, vous pouvez utiliser le jeu dans un cadre précis, ça servira sur de la médiation, sur de l'éducation aux images. C'est ce travail que nous aimerions mener à large échelle. Merci. Désolé pour... En fait, on se situe dans le
dans le tranche du glanage culturel, en fait. Oui, non, j'essaie de toujours dire ça. Alors, ça m'arrange quand je le fais moi, parce que je suis intervenant cinéma, mais voilà, quand je vais dans une école, dans une médiathèque, etc., que j'utilise des extraits, c'est dans une direction d'éducation aux images, d'analyse, etc. Pour le jeu vidéo, c'est à peu près pareil, mais je fais pas des tournois de Mario Kart tous les 4 matins non plus. Donc, voilà. C'est clairement là où le bas blesse à ce jour. Mais il n'y a pas de résolution. Alors dans les médiathèques, pareil, des médiathèques qui achètent des jeux et qui les prêtent, qui les utilisent, ils sont pareil dans une zone de flou. Ils ont réussi à résoudre la question pour les DVD. Ils achètent des DVD à un certain prix. Je rêverais, même si ça me coûterait bien plus cher dans ma pratique personnelle, de dire voilà, Gris, je l'aime beaucoup. Plutôt que le payer 10 €, je vais le payer 50 €. En revanche, j'ai des droits d'utilisation à des fins pédagogiques. Moi, ça me va. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait entamer un peu plus profondément. Hop, j'arrive. Je cache pas un certain agacement d'avoir vraiment tapé aux portes plein de fois, même écrire en anglais, et vous me connaissez pas pour savoir que ça a été une plaie. Et d'avoir comme réponse, je dis souvent ça, hein, réponse 1, en fait je sais pas, donc vous faites pas, on vous donne pas le droit. Je sais pas, on sait pas appeler, vous faites ce que vous voulez, ou allez-y, de toute façon ça peut nous faire que de la pub. C'est les 3 réponses que j'ai en général quand j'ai des réponses. Donc au bout d'un moment, je fais en espérant que peut-être qu'au fur et à mesure, il y a une sensibilisation, et aussi du côté du CNC, qui a quand même tout un soutien aux jeux vidéo, mais qui parfois enfin là, il y aurait peut-être une possibilité entre les cinémas et les jeux vidéo de se croiser un petit peu. Oui. Il y a des entreprises qui vendent des consoles avec l'émulateur et les jeux intégrés, genre 50 000 jeux. Il y a marqué Recalbox devant. Ouais. C'est légal ça ou pas alors du coup? Non. Oh merde. Ah non, mais c'est, ROM Station que j'utilise ici ou sur Mac, c'est pas légal, non. C'est pas légal puisqu'on n'a pas la copie originale du jeu. Non, ce n'est pas légal. Alors, je peux toujours me retrancher derrière l'argument un peu historique, aussi bien vidéoludique que cinématographique. S'il n'y avait pas eu le piratage et la copie, il y a bien des films de Méliès qui auraient disparu. Mais c'est parce que le film a été copié, notamment à l'étranger, et qu'il ne les a pas brûlés, qu'on a cette conservation-là. Je suis pas sûr que l'argument passe auprès de Sega ou Nintendo. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a toute une partie de l'histoire du jeu vidéo, des jeux d'arcade et des premiers cycles de Magnavox, etc., qui n'existent que parce que des gens les ont copiés, les ont enregistrés, sinon c'était détruit. Mais encore une fois, c'est pas un argument suffisant. Oui. Juste une précision par expérience, puisque j'ai tenté l'utilisation du jeu vidéo quand je m'occupais d'une salle de cinéma. Et justement, pour rebondir cette question du public jeune, je m'occupais d'une salle de cinéma qui avait les copies en 3e, 4e semaine, parce que je pense fondamentalement que c'est là que c'est quand même beaucoup de l'accès au public jeune. Entre le début de cette reprise du cinéma et, on va dire, 6 mois, 8 mois, ce qui a fait que j'ai des jeunes qui sont revenus dans ma salle pour des séances spéciales ou autres, c'est parce que j'avais proposé des sessions de jeux vidéo le samedi matin pendant 2 heures. C'était sur mon temps personnel, c'était du jeu libre, avec des jeux qui sortaient soit la veille, soit qui étaient sortis avant, soit des jeux assez connus, soit des jeux indépendants qu'on voulait faire découvrir. Et alors on a commencé avec 2-3 personnes, et puis au fur et à mesure, je faisais ça tous les 15 jours. Et au fur et à mesure, il y avait 20, 30, 40 personnes. Au bout d'un moment, j'ai mis une certaine limite parce que sinon c'est un peu frustrant de voir les autres jouer, même s'il y a un plaisir à regarder. Alors, on n'a pas le temps de tout détailler, mais voilà, il y a quand même une émulation qui se passe quand on voit des gens en train de jouer à Tricky Tower ou à Mario Kart. Il y a quand même une tension, donc il y a un certain plaisir à jouer, mais à regarder, pardon, mais je rentre pas dans les détails. Et ce sont ces mêmes adolescents, préadolescents qui revenaient ensuite, comme je dis, alors non, pas sur des sorties nationales de certains films qui pourraient les intéresser parce que je ne les avais pas, mais quand je faisais une séance spéciale d'un film de Miyazaki, ou que je faisais une séance un peu thématique sur Ready Player One ou autre, d'autres films, ou des films un peu plus à réessayer justement, je pouvais communiquer directement vers eux justement dans ces sessions de jeux vidéo, et ils revenaient. Attention, pas tous, pas 40 sur 50, sur 40, pas déconner non plus, mais c'est un des éléments qui a permis dans cette petite salle rurale Cap-Breton, donc je sais pas si vous voyez la moyenne d'âge, oui, mais bon, pour le reste, ça a largement ses limites quand même, Cap-Breton, mais qui a permis de reconquérir, comme on le dit, un public jeune qui va de 10 ans à 35 ans, précisément 35 ans. Il y a une librairie formidable à Cap-Breton. Heureusement qu'elle est là, ouais, parce que si on s'attendait à la dimension publique, tout ça, ce serait mal barré. C'est enregistré. Coucou Cap-Breton. Ça veut dire que ce que tu as mis en place sur le samedi après-midi, par exemple, tu pourrais le faire avec des lycéens que tu aurais dans ton périmètre sur un mercredi après-midi. Alors ça c'est quelque chose que je conseille souvent. Alors s'il n'a pas forcément la main dessus, mais un film comme Belle,
sur les réseaux sociaux, les mondes virtuels, le dépassement d'une situation traumatique, etc. C'est merveilleux à travailler, je pense, avec des grands collégiens et des lycéens, surtout si on leur parle aussi de cinéma et jeux vidéo. Il y a eu l'accompagnement d'Akira aussi il y a quelque temps. L'idée, c'est aussi de parler d'intégrer tout ça, en fait, tout simplement. Parce que, alors désolé, ça a aucun fichu rapport, mais il y a pas longtemps, j'ai fait une formation sur psychose, et il y a un collègue enseignant je faisais une formation sur Yosep, la personne faisait sur psychose, sauf que à aucun moment, face à des enseignants qui allaient travailler avec des lycéens, il n'a évoqué la question du slasher. C'était quand même la super occasion, avec un film comme Psychose, de faire le lien avec la culture imaginée pour les adolescents. Et je trouve que c'est ce qui manque parfois, c'est essayer de créer ce lien-là avec tous les publics. Et donc oui, par un film comme Belle, mais d'autres films. Et plutôt que de juste, on peut parler de peinture, on peut parler de littérature, allons-y. Et on peut aussi glisser une culture qu'on attend peut-être d'eux, et de la placer dans le cadre scolaire, de le placer dans le cadre d'une salle de cinéma, comme le fait le Pixel Play par exemple. Eh bien, ça légitime, ils se sentent moins seuls. Alors il y a le côté transgressif qui peut disparaître, mais on peut le trouver par ailleurs. Mais on peut véritablement associer cette pratique-là, non pas à une pratique honteuse d'adolescents attardés qui passent trop son temps sur les jeux vidéo, mais juste à une pratique culturelle et sociale, entre autres. Oui, j'avais juste une question. Comme la malle avait déjà été mise en place et que du coup ça allait revenir avec une nouvelle dynamique. Est-ce que, tant qu'on est encore ici avec les médiateurs et les exploitants de salles, en tout cas, qui vont pouvoir s'en emparer, est-ce que il y a déjà un retour d'expérience que tu voudrais faire, ou en tout cas des conseils ou des choses qui t'auront manqué dans la première phase et que tu voudrais voir améliorer dans cette deuxième? Alors la première, et ça va faire partie des travaux avec Sina, c'est justement cette question des droits des jeux. Ça n'a pas de lien direct avec les médiateurs, tout ça, mais il faut qu'on soit clean pour nous, pour l'utiliser, et aussi pour les créateurs des jeux. Alors encore une fois, on les paye, tout est légal, mais il est quand même normal quand on se saisit de cela. Alors je suis content quand je présente Gris à des gens et qui à la fin me disent sur quelle plateforme on peut le trouver, tout ça. Je dis voilà, il y a des gens qui vont l'acheter, qui vont le tester, donc bon, tant mieux pour le jeu. Après, ça va véritablement être dans un premier temps l'utilisation pour ceux qui sont curieux mais qui savent pas comment s'en emparer. Je pense que le principal, c'est de le faire une fois dans sa salle. Je pense qu'il y a beaucoup. La malle, le but, c'est qu'elle soit autonome. C'est vraiment ça. Hein. Mais de dire bon ben voilà, vous allez avoir un ordinateur et tout de suite l'ordinateur, pour certains, on appuie sur un bouton, ça va exploser. Non, tout va bien, ça va bien se passer. C'est pour ça que peut-être que si on fait une deuxième malle, il sera question plutôt d'une console de jeu. On l'allume, on clique sur le jeu, c'est peut-être plus simple, ça fait un peu moins peur. Donc il y a vraiment cette dimension d'expérimenter dans les salles. Le territoire est assez grand. S'il faut une fois de temps en temps qu'il y ait un animateur un peu repéré qui le fasse, qui soit investi, qui le teste, pour donner confiance à d'autres salles, dire non, mais finalement c'est pas compliqué et il y a des gens qui sont intéressés, etc. Et ensuite ça va, j'aimerais beaucoup, mais ça va évoluer avec d'autres éléments. C'est travailler justement cette dimension un peu sociale, faire des tournois intersalles. Moi, ça, j'avoue, l'éducation à l'image, très bien, mais pour parfois commencer, pour lancer, pour donner envie, faire un tournoi intersalle d'un Rocket League, d'un Mario Kart, d'un Stick Fight, je sais pas, hein, il y a plein d'autres possibilités, d'avoir des poules, on va dire, départementales, régionales, enfin voilà, on peut imaginer plein de trucs. Ça, je trouvais ça assez sympa parce que ça mettrait aussi en avant le développement, les aménagements territoriaux, ça mettrait en avant la question de la fibre, ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a même d'autres secteurs qui pourraient se saisir de ça et aider les salles de cinéma et les médiateurs, les animateurs, animatrices. Après, et vraiment, ça pour moi c'est le plus important, c'est pas de se saisir du jeu vidéo. Justement, ça va à l'inverse de ce que je viens de dire. Le jeu vidéo, ça devrait pas juste être un événement, ça devrait pas être juste de la consommation. Voilà, on fait un mari, c'est chouette. Voilà, comme je vous dis, moi j'ai grand plaisir de temps en temps à brancher, faire une partie de The Last of Us sur grand écran, ça claque quoi. C'est vraiment parce que le jeu de base claque, on lui donne juste un meilleur écran que notre écran à la maison. Voilà. C'est de se saisir de cela pour parler d'un art à part entière. Et d'arrêter avec, encore une fois, ça rend violence. Je dis pas, et je reprends exactement ce qu'évoque Mamoru Soda. Tout n'est pas rose. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est le principe de Pharmacone, hein, ce qui est une potion peut être aussi un poison. Mais il y a tellement de belles choses dedans qu'on peut essayer de le maîtriser, d'en discuter. Pour vous redonner un exemple de parfois d'échanges que l'on peut avoir. C'est pareil lors d'une formation où je parle un peu de jeux vidéo. J'ai quelqu'un qui me dit, ah non, mais moi, les jeux vidéo, je connais, tout ça. Je dis, bon, très bien, on commence à discuter. Oui, mon fils y joue et de temps en temps, je passe derrière. Ah ouais, donc vous connaissez quelqu'un qui a vu tout Hitchcock, vous connaissez Hitchcock. C'est génial quand même la perméabilité, tout ça. Donc voilà, ça pour moi c'est là où ça se joue,
c'est passer de je sais ce que c'est le jeu vidéo, mon fils fait, ou j'en ai fait il y a 40 ans, à je prends une manette entre les mains où je regarde ce qui se passe. Je regarde ce qu'est Journée. Je regarde ce qu'est Shadow of the Colossus. Je regarde la puissance dramatique dans The Last of Us, la puissance sociale qu'il y a dans un jeu en ligne. Et là, voilà, on a parlé du confinement. Comment le jeu vidéo a sauvé, je pèse à peine mes mots, des étudiants de la dépression. Parce que c'était le seul moment de sociabilisation. À travers un écran qui est censé, blablabla. Bref. Sur la difficulté des écrans, tout ça que je comprends. Voilà. Donc, je pense que de passer de cet objet industriel qui a parasité un peu notre enfance, notre adolescence, à un art, enfin une expression culturelle, et de montrer la diversité. Encore une fois, hein, pour des gens qui voient le jeu vidéo uniquement comme Mario, c'est déjà pas mal, ou comme Call of Duty, GTA, où le but de GTA, c'est prendre une voiture, attraper une pute et la couper en morceaux, parce que ça reste ça dans l'esprit de certaines personnes, et de dire, mais voilà, on va vous montrer comment on peut utiliser GTA, déjà, simulation de vie, etc. Et on va vous montrer quelques autres formes de jeux vidéo. Mais voilà, il faut ce moment-là qui est parfois difficile à capter. Il y a Noémie qui a une question encore. La dernière question. C'est facile. C'est juste un retour d'expérience. Ça ne marche plus. Une remarque par rapport à la future circulation de la malle Cinégame. En fait, moi, j'avais fait la formation avec Hervé il y a 2-3 ans maintenant. Et puis bon, j'ai quitté mon poste de médiatrice et je suis à nouveau médiatrice ici maintenant, mais j'ai jamais fait le pas, voilà, de me saisir de cet outil, tout simplement parce que pour le coup, je n'ai pas du tout de culture jeux vidéo et je manque cruellement justement d'idées de liens, par exemple, entre des thèmes de jeux vidéo et des films d'actualité. Et du coup, je trouverais super, de la même manière que, par exemple, on recommande des courts-métrages à diffuser avant des longs, d'avoir des recommandations comme ça de jeux vidéo qui marcheraient bien avec des films qui sortent. Voilà, c'est juste un petit retour là-dessus parce que c'est vrai que moi, je me sens tout à fait prête à tester des jeux pour, voilà, m'en saisir, etc. Mais ça prend vachement de temps et on le sait tous, pour ceux qui travaillent dans l'exploitation dans la salle, on est déjà beaucoup bien occupés du matin au soir, et donc voilà, j'ai simplement, je pense, besoin de ça, d'avoir des recommandations, des liens entre jeux vidéo et cinéma pour vraiment me lancer là-dedans, quoi. Voilà. Je pense que c'est la stratégie de Sina aussi, en proposant des accompagnements de films avec la question de jeux vidéo, donc Belle, ailleurs, et sûrement d'autres propositions au fur et à mesure. Peut-être réfléchir en effet, voilà, des propositions régulières autour de jeux, et puis aussi faire évoluer le catalogue, bien évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui sortent. Voilà, on essaye de regarder dans les sorties, notamment les sorties soutenues, parce que c'est aussi ça le travail de Sina, pour mettre en avant, voilà, des parallèles, pour permettre, cette médiation jeux vidéo et cinéma. Après, si vous permettez, sur la question de j'y connais rien, jeux vidéo, tout ça, quand on est en salle de cinéma, qu'on programme un film, c'est pas parce que je programme Narousé que je suis spécialiste de Narousé. En revanche, je me dis, je fais l'effort parce que j'ai envie de défendre ça, parce que je trouve que c'est important. Il y aura peut-être un public pour ça, et un peu de décomplexer par rapport à cela, parce que de toute façon, et je sais ce que je pense systématiquement, quand je suis dans une salle de cinéma, que je présente un film, un jeu ou quoi que ce soit, il y en a au moins un qui en sait plus que moi. Donc autant m'en servir de prescripteur, autant m'en servir de relais, etc. Et me dire, mais c'est pas grave si je sais pas tout. En revanche, faut trouver un juste milieu, pas partir de nulle part. C'est pour ça qu'il y a la formation proposée par Sina, et c'est pour ça que sur les parcours que l'on proposera, les parcours thématiques, il y aura véritablement un temps de formation, une proposition à clé en main, où on donne les éléments essentiels, mais à nouveau, là, peut-être qu'en discutant avec vous, il y a des gens qui connaissent, certainement qui connaissent bien plus sur le jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, voilà. Donc là, faut dédramatiser là-dessus et trouver le juste équilibre pour pas faire peur aux exploitants. Juste pour te répondre, là pour le coup c'est Cécile, je la vois plus, mais qui a eu l'idée. C'est aussi comme on a une mission d'accompagnement des films soutenus par la région. C'était aussi à un moment donné de regarder du côté du jeu vidéo, de ce qui est aidé du côté de la région Nouvelle-Aquitaine, et notamment, je pense que ça signifie la fin de la journée. Comme nous, on propose en salle de cinéma des work in progress, donc des films qui sont pas encore totalement terminés. On invite les réalisateurs et on présente aux salles en fait un film au tout début de sa conception. On voulait faire la même chose avec les jeux vidéo. Et sur la prochaine session qu'il y aura à Angoulême, on va le faire sur un jeu vidéo
qui a été réalisé, édité, enfin bon, voilà, créé par un auteur qui vient du cinéma d'animation et qui a fait un jeu vidéo sur la Dordogne. Voilà, donc il y a un ancrage local aussi. Donc il y avait aussi cette idée-là pour vous donner des pistes de médiation, mais avec un ancrage local. Mais Hervé l'avait déjà, ce que tu as dit, il l'avait déjà souligné. Bon, eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ces journées. Merci à toi, Hervé, tu es le dernier intervenant, donc merci beaucoup Hervé. Merci au Cinéma Jean Eustache de nous avoir accueillis.